Vous dites qu'il est impossible d'envisager aujourd'hui tout processus de développement dans le contexte de l'État-nation tel qu'on le vit aujourd'hui. Ah oui, ça n'existe pas un peuple qui se développe sans sa pensée. Regardez très bien nos agrégés de droit, économie, philosophie, etc. Même en philosophie, les philosophes africains n'ont pas le sentiment qu'il existe une pensée africaine. Or, le monde arabe a une pensée arabe, le monde asiatique a une pensée asiatique, le monde occidental a une pensée occidentale, toutes assises sur les religions, parce que c'est la religion traditionnelle qui confère la pensée. On parlera de la religion, mais quand on parle, si on parle du contexte de la diversité africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, vous savez bien que l'Afrique du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest est complètement diversifiée. On n'est pas sûr que si on parle de l'Afrique centrale et on se retrouve en Afrique de l'Ouest, on a forcément les mêmes us et coutumes. De quelle pensée africaine parlez-vous? Ah non, il y a une pensée structurelle profonde, hein? C'est-à-dire que l'unité culturelle, je ne suis pas le premier à en parler, il y a Cheikh Anta Diop qui en a parlé avant. On appelle ça en théorie la complexité, stabilité structurelle et morphogénèse. Tous les peuples ont un fond commun, malgré la diversité des parlers ou des langues. Il en est de même du peuple occidental. Le peuple occidental s'enracine dans la religion gréco-latine, mais il y a les Allemands, les Chinois, plutôt les Français, les Espagnols qui parlent pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, en Afrique au sud du Sahara, par exemple, qu'on revienne au cash-sexe, qu'on revienne au tribunal traditionnel, qu'on revienne au chef supérieur? Non, il ne s'agit pas de ça. Le retour, c'est un peu comme le retour de la Renaissance en Occident. Oui. Vous savez très bien que l'Europe s'est découverte à travers la colonisation arabe. Ne l'oubliez jamais, ce sont les Arabes qui font découvrir à l'Occident que les Aristotes, les Talons, etc. étaient des Grecs. Et brusquement, l'Europe se dit, mais si les Arabes m'enseignent ce que mes ancêtres sont, autant que j'aille chercher mes ancêtres moi-même. Donc, il en est de même de la pensée africaine. Il faut une renaissance africaine, entendue comme l'Occident qui nous enseigne ce que nous savons aujourd'hui, mais qui tire dans la pensée ancestrale profonde les racines. Si vous voulez, c'est pour dire que un peuple qui n'est pas... Ce que je veux comprendre, Mbokbasson, qu'est-ce que vous appelez la pensée africaine profonde dans laquelle on devrait tirer des racines? Concrètement, ça se traduirait par quoi? Ça se traduirait par le droit, l'économie, le politique, l'histoire, l'architecture. Alors ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous prônez qu'on revienne au tribunal traditionnel, vous prônez qu'on revienne au troc parce que c'était le modèle économique utilisé en Afrique. Il s'agit de faire de ce modèle traditionnel un modèle avancé de notre temps. C'est-à-dire, vous prenez la substance qui s'y trouve et par le biais de la science, vous en faites un modèle théorique. C'est-à-dire que tous les peuples font comme ça. Hein. Le monde arabe l'a fait, le monde asiatique l'a fait, l'Occident même l'a fait. Vous allez dans la Grèce chercher ce qu'ont été les Grecs, mais vous rendez la pensée stable en puisant dans le corpus théorique actuel les moyens par lesquels la pensée se fait. Je veux dire que ce retour-là a pour but d'aller chercher dans le savoir endogène ce qu'il y a de théoriquement concevable pour que l'Afrique redevienne à nouveau. Donc il ne s'agit pas d'un retour, il s'agit d'un moyen par lequel l'Afrique doit s'en sortir, autant que le monde arabe et le monde asiatique. Est-ce que vous mesurez l'ampleur du recyclage, ne serait-ce que les mentalités qu'il faudrait pour ça? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a les ressources prenons simplement humaines nécessaires pour aller puiser au fond de cette tradition-là? Oui. Comment? Parce que 80% des peuples africains vivent dans les villages et ils sont conformes. C'est l'élite qui est 15%. Vous pensez qu'ils sont conformes? On a aujourd'hui des villages qui sont électrifiés, on a aujourd'hui le modernisme petit à petit aussi en train de gagner les villages, sauf dans les régions très enclavées. Nous parlons de sciences humaines, de sciences comportementales, de sciences organisationnelles et non de la technique en tant que technique. C'est-à-dire que pour la technique, tous les peuples puisent à la base de la connaissance moderne, y compris le monde occidental. Mon portable, c'est un portable asiatique, c'est pas un portable occidental. Donc, ce que vous prônez, si je veux que nous soyons clairs et que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir comprennent, vous ne prônez pas qu'on rejette totalement l'avancée technologique et technique qu'on a connue ces 40, 50 dernières années. L'avancée technologique n'appartient à aucun peuple. L'Égypte, la Chine, le monde arabe et le monde actuel ont contribué à ce qu'on voit à la radio, la télévision, l'électricité. Ça n'appartient à personne. En revanche, pour s'organiser face à des peuples extrêmement violents, en particulier le peuple occidental, si vous n'êtes pas enraciné... Vous dites violent, moi j'aurais dit puissant.
Oui, les deux vont de pair, parce que l'Afrique avait la puissance, mais n'a pas été violente. Elle n'a pas colonisé les autres peuples quand elle était au sommet de la connaissance d'Égypte et l'Empire du Mali, du Ghana. 2 fois de suite, l'Afrique a été la meilleure dans le monde, mais elle ne s'est pas déportée pour aller mettre les autres en esclavage. Et c'est là la différence. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une manière de penser le monde qui est différente de l'approche technique ou technologique par laquelle un peuple conçoit sa manière d'organiser le développement. Donc, si vous voulez, un professeur agrégé de droit qui n'enseigne pas le droit africain, un professeur de sciences politiques qui n'enseigne pas le modèle politique africain ne peut pas faire développer l'Afrique. Parce que le monde asiatique, le monde arabe et le monde occidental sont conformes à leur antériorité anthropologique. Alors, je vais vous poser une question qui peut sembler sotte. C'est quoi le modèle politique africain? Le modèle politique africain est fondé sur l'initiation. Et pourquoi l'initiation? Parce que l'initiation a cet avantage que le chef est obligé d'être conforme à la vérité de son peuple. Je veux dire, un Bombok, par exemple, ne peut pas travestir les commandements, ne peut pas brûler la Constitution, ne peut pas s'enrichir aux dépens de son peuple, parce que les contre-pouvoirs étaient programmés pour que le roi, qui n'est pas conforme à son peuple, parte du pouvoir.